Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enfanter librement. Aujourd'hui, je te partage l'histoire touchante d'Ariane et Amaury. Ils nous ouvrent leur cœur en nous racontant la naissance de leur fille. Avant de commencer, je tiens à te mentionner que bien que ce récit soit très lumineux et que la naissance soit bien déroulée, cet épisode comprend des partages émouvants en lien avec le deuil périnatal. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. C'est avec grand plaisir que je vous accueille tous les trois ce matin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci à toi. C'est extraordinaire parce qu'on discute déjà depuis plusieurs mois dans votre préparation à l'accouchement et vous avez vécu de nombreux défis pendant la grossesse. Et malgré tout ce que vous avez rencontré, vous avez eu un bel accouchement. Et Ariane, tu as actuellement dans tes bras au sein une belle merveille que tu as tant désirée. Ouais, elle est là enfin. Après tous ces mois d'attente. Tous ces mois d'attente et de défis, on va déjà commencer à nommer le fait que tu as perdu des bébés dans ta vie. Ouais. Et que tu es embaumeur dans ta vie professionnelle. Donc, tu avais une grande peur de perdre ce bébé-là aussi. Parce que, évidemment, autant au niveau personnel que professionnel, tu as été en contact avec la perte de bébé. Amaury, toi, est-ce que c'était quelque chose qui t'habitait aussi ou c'était plus Ariane? C'était plus Ariane. J'étais assez confiant. J'étais assez confiant dans la vie et j'avais un bon feeling avec cette histoire-là. Après, il y a toujours des mauvaises histoires, des mauvaises surprises, mais je la sentais bien, cette petite. Je l'attends de pied ferme. Magnifique. Et toi, Ariane, comment tu fais pendant ta grossesse pour rester le plus possible dans la confiance malgré ces histoires-là? Au travail, malheureusement, je pouvais pas changer de tâche, hein. Donc, j'ai côtoyé des défunts vraiment jusqu'à la fin. Ce qui m'a vraiment aidée, en tout cas, je parlais beaucoup à la petite. Donc, je parlais beaucoup à Freya tout le long de la grossesse. Mais surtout, à chaque fois que j'avais des tout petits bouts que je devais m'occuper, j'essayais de parler à ces petits bouts-là aussi et de leur dire de protéger celle que j'avais. Et puis, excusez, c'est déjà... J'ai tout un rituel que je fais toujours avec les petits bouts. Même quand j'étais pas enceinte, j'ai toujours fait des choses pour ces petits bouts-là avant que les parents les prennent en charge. Et donc, dans ce rituel-là, je leur demandais de me protéger et de protéger la petite. Et donc, c'est comme ça que j'ai tenu tout le long. Mais je pense que ça a été un énorme stress pour la petite. Et donc là, malheureusement, on le ressent maintenant. Maintenant qu'elle est parmi nous, elle a vraiment besoin de beaucoup de contact. Voilà. Ouais, je te dirais que tous les petits mammifères qui arrivent sur Terre en ont beaucoup besoin déjà, que peut-être effectivement qu'elle en a besoin encore plus. C'est extraordinaire que tu aies trouvé des outils pour pouvoir être capable de traverser tout ça dans la confiance la plus grande, là, malgré les difficultés supplémentaires que tu rencontrais en lien avec ton travail. J'étais aussi un peu déchirée. Je pouvais pas d'un côté laisser tomber les petits bouts parce que même depuis, ça fait 13 ans maintenant que je suis thanato, je pouvais pas les abandonner. Ça a toujours été ma bataille, le deuil périnatal depuis très 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 longtemps. Et là, je me voyais pas parce que moi, j'allais avoir un enfant, les laisser tomber. Donc, j'essayais juste de cacher ma grossesse pour les parents parce que c'est pas OK pour eux de perdre un petit bout et d'avoir quelqu'un avec un bedon en face. Donc, à ce moment-là, j'essayais toujours de camoufler mon ventre pour pas qu'ils voient que moi, je portais la vie alors qu'eux la portaient plus. Donc, voilà. Et dis-moi, pendant ta grossesse, il y a aussi eu d'autres défis qui sont au niveau de la position de ta fille. Il y a des moments donnés où tu t'es inquiétée. Il y a eu ça.
où tu as fait des exercices et tout. Et il y a eu aussi une annonce qui est tombée en fin de grossesse en lien avec le manque de liquide amniotique. Et ça, Ouais. ça t'a beaucoup inquiété. Ouais. En fait, j'ai un peu vécu ma grossesse comme si de rien n'était. Je veux dire que j'ai continué de faire mon sport. Donc, moi, je fais du CrossFit. Et donc, j'ai vraiment fait mon CrossFit jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on m'interdise un peu de bouger, donc jusqu'à 32 semaines, parce que justement, j'avais plus de liquide amniotique. Je la sentais pas bouger non plus au début. Après, on a compris que mon placenta, il était devant, il était contre mon ventre, donc c'est pour ça que je la sentais pas bouger. Mais le liquide amniotique aussi faisait en sorte qu'elle ne grandissait plus. Donc, elle commençait à perdre sa courbe de croissance. Et donc là, j'étais vraiment fort inquiète, déjà de par tout ce qui s'était passé avant, mais en étant à l'arrêt et en étant plus suivie. Donc j'ai fait des monitos toutes les semaines et des échographies aux 2 semaines. Là, la petite a recommencé à grandir à partir du moment où j'ai été en arrêt de travail, quoi. Wow. Et donc tu n'as pas été obligée d'avoir une induction? Non, parce que c'est ce qu'on disait, hein, même les sages-femmes ici avec lesquelles je suis suivie, la gynécologue parlait beaucoup d'induction. Donc, ils croyaient même plus à l'accouchement vraiment naturel. Donc, j'ai essayé de me préparer mentalement à être obligée de prendre des hormones de synthèse et tout ça. Donc, on était prêts avec Amo. Et puis, finalement, la petite nous a permis on a fait un bon travail d'équipe. Elle a recommencé à grandir, puis on a pu la laisser venir normalement. Wow. Et là, quand tu dis ici, pour situer les gens, vous êtes en Belgique? Oui, exact. Donc, pour que vous puissiez comprendre, parce que dans l'aventure de la naissance, évidemment, il y a des différences d'un pays à l'autre. Et comme vous entendez dans le podcast, beaucoup de Français et de Belges qui sont expatriés au Québec, là, c'est nous, cette fois-ci, qui allons de l'autre côté de l'océan. Ouais, c'est vrai que dans tous les autres podcasts, là, je reconnaissais les petits accents d'ici. Oui, c'est vrai. Dis-moi, Amaury, de ton côté, comment se sont passés les mois de la grossesse? À mon point de vue, en tout cas, la grossesse s'est vraiment bien passée. Évidemment, voilà, il y a eu des changements physiologiques, il y a eu des stress, des peurs, des doutes, des craintes, c'est normal. Mais on est resté fort et beaucoup de communication, beaucoup de partage des peurs et des doutes a fait que je trouve que la grossesse s'est assez bien passée, assez vite passée. Honnêtement, 9 mois, ça a été extrêmement rapide, alors qu'initialement, 9 mois, ça paraît un monde. Mais là, on l'a vécu étape par étape. Ariane est quelqu'un avec un très très bon mental, une très très grande force morale. Hein, je suppose qu'on vous le ressentirez quand elle expliquera son accouchement, mais moi en tout cas, elle m'a vraiment beaucoup épaté. Et ça s'est déjà ressenti dans sa grossesse. Donc naturellement, je pense que le fait qu'elle soit aussi active, j'ai pas vraiment ressenti à mon niveau, elle dira peut-être le contraire, mais des gros bouleversements hormonaux, des gros changements d'humeur. Elle est restée comme je l'ai connue. Et du coup, évidemment, ça a facilité la grossesse. Donc franchement, voilà. Pour moi, en tout cas, ça a été une grossesse en or. Wow. Et ce désir de vivre une naissance physiologique, Amaury, est-ce que tu partageais ce désir-là ou c'était plus Ariane qui l'avait? L'accouchement et la grossesse, la naissance, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour toutes les femmes et j'ai envie de dire encore plus pour Ariane qu'une autre par rapport à tout ce qu'elle m'en a dit. Donc j'ai vraiment ressenti très très vite, très très fort à quel point ça la touchait et à quel point c'était fort cette envie de donner la naissance le plus naturellement et pour profiter un maximum de cette expérience. Et du coup, je sentais que c'était quelque chose de très 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 fort. Personnellement, moi, étant extérieur, je préférais que ma femme soit dans les meilleures conditions et qu'elle soit le plus confortable possible. Donc moi, personnellement, j'aurais pas pensé, mais quand elle est venue avec cette idée-là, je me suis dit why not? Je vois que c'est quelque chose qui est important pour toi, donc si on peut se le permettre, si les conditions médicales le permettent, honnêtement, let's go quoi. On y va, on suit. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Et Ariane, toi, est-ce que tu sais d'où ça venait, cette envie-là? Parce que là, on va se le dire, tu es dans un pays d'adoption où les accouchements sont très médicalisés. Mm-hmm. Ouais. On en a parlé avec Amo aussi de se dire d'où que ça venait. Mais quand j'étais petite, ma mère avait le dictionnaire Larousse de la médecine. Et puis, je regardais toujours les pages d'accouchement. C'était des photos en noir et blanc, là. C'était vraiment moche. Ça faisait limite peur, mais moi, ça m'a toujours impressionnée.
Et puis, il y a tout un temps où je m'étais dit, si un jour j'ai un enfant, je veux pas souffrir, donc je veux avoir absolument la péridurale. Je comprends pas les gens qui s'infligent la douleur. Et puis, depuis quelques années, j'écoute des podcasts de grossesse et tout ça, alors que j'étais même pas enceinte, donc ça date de quand même quelques années. Et puis, je me suis dit, alors moi, je veux vivre ça. Ça m'a l'air d'être une aventure incroyable et je veux vivre ça avec mon enfant. Je veux que mon enfant puisse venir au monde de sa manière à lui, qu'on le force pas à rien. Et donc, c'était hyper important pour moi que Freya arrive le plus paisiblement possible. Quand j'ai vu qu'il y avait un positif sur mon test, je me suis même pas posé la question. J'ai tout de suite regardé. Au début, je pensais plutôt faire de l'hypnonaissance. Mais quand j'ai parlé avec la gynécologue, elle m'a dit, alors je te propose d'aller à la maison de naissance de l'hôpital. Et elle a dit, je suis sûre, c'est ton genre, tu vas aimer ça. Et puis voilà. Et j'ai rencontré l'équipe formidable qui m'a suivie. Et racontez-nous, comment ça s'est passé, cette aventure formidable de naissance? Ça a commencé dans la nuit. Donc, vers plus ou moins 1h40 du matin, j'ai senti, ou on dirait que j'ai entendu que mes os, que ma poche se perçait alors que je dormais. Donc, je me suis vite levée pour aller à la salle de bain. Je réveille Amaury, je pense que j'ai perdu mes os, mais ça va, t'inquiète pas. Donc, Amo était un petit peu en panique, pas en panique, mais je l'ai un peu réveillé brusquement. Et puis, j'ai dit, mais écoute, ça sert à rien, reste couché. Parce que de toute manière, on savait qu'on devait faire la majorité du travail à la maison. À savoir que pour se rendre à la maison de naissance, parce qu'on doit se rendre d'abord dans le procédé à la maison de naissance pour voir ma sage-femme. Et puis ensuite, elle faisait un toucher vaginal pour voir si on allait au bloc d'accouchement directement, qui est juste à côté, qui est la porte à côté de l'hôpital, ou si on restait à la maison de naissance pour faire le travail. Et donc, on a 20 minutes de route, plus ou moins. Donc, je savais que j'avais pas mal de temps devant moi. Donc, Amo, il est resté couché. Moi, pour le restant de la nuit, j'ai essayé de rester couchée aussi. Je me suis dit, je vais en profiter. Comme j'ai pas trop de contractions, je vais dormir. Mais les contractions sont arrivées quand même assez rapidement. Donc, je me suis mis dans le salon on avait gonflé le ballon. J'avais un ballon et tout ça. Donc, j'ai mis la playlist de musique que j'ai mis en boucle. Je suis restée dans le noir. Et donc, jusque 6h30 du matin. Et puis après, là, j'ai réveillé Amaury en disant, écoute, là, ça commence à être un peu plus fort, les contractions. Et surtout que je les calculais et j'en avais parfois qui étaient de 2 minutes 15. Donc, c'était des contractions qui étaient sans arrêt déjà, comme s'il y en avait 2 qui venaient une après l'autre. Et là, je commençais à un peu plus stresser parce que j'arrivais pas à prendre les contractions assises et je me disais, dans la voiture, s'il y a les bouchons, s'il y a du trafic, à 8h du mat, je sais pas comment je vais gérer la douleur et je veux pas sortir de mon mood. Donc, vers 7h30, j'ai appelé ma sage-femme en lui demandant si on pouvait déjà prendre la route, que je savais qu'il était tôt, mais que je voulais bien prendre la route pour venir faire le travail à la maison de naissance. Chose qu'on a fait. On a pris tous nos trucs, j'avais déjà tout préparé et heureusement, on a mis une petite demi-heure pour se rendre. Malheureusement, rendue à la maison de naissance, quand elle m'a demandé pour faire le toucher vaginal, j'étais même pas effacée complètement. Donc, même si j'avais des contractions aux 2-3 minutes, j'étais vraiment pas enclenchée. Donc, elle a dit, écoute, ce qu'on va faire, on va aller quand même au bloc d'accouchement directement. Comme ça, il y a un bain. Comme ça, tu pourras prendre un bain, ça va te faire du bien, le chaud et tout. Oui, j'ai pris une douche en plus pendant la nuit. Et ça m'avait vraiment fait du bien. Donc, on est allé au bloc et j'ai fait tout le travail là-bas, finalement. Là, j'ai perdu la notion du temps. Là, c'est vraiment... à partir du moment où on est au bloc et que j'ai commencé dans le bain, je voyais plus le temps passer. Donc, je suivais juste ce que mon corps me disait. J'imagine qu'il y a quand même dû avoir un petit moment de découragement lorsque la sage-femme t'a examiné. Est-ce que dans ta tête, tu t'es dit, ça y est, mon plan de donner naissance naturellement vient de s'effondrer? Est-ce que c'était ça qui se passait dans ta tête? Ouais, je voulais pas le dire, mais je me suis dit, si je suis même pas effacée et que j'ai déjà des longues contractions, je sais pas comment je vais tenir. Mais j'y tenais tellement, j'avais pas envie de changer mes plans, mais ça me faisait peur intérieurement. Donc j'avais très peur, mais je me suis dit non, allez, garde le cap.
quand il y en a une de terminée, mais celle-là, elle est finie, puis il faut juste attendre la prochaine. Et puis, tout le long de la grossesse, moi, je disais toujours à Amo, ben, c'est comme un entraînement de CrossFit. Au CrossFit, on a un entraînement qu'on appelle ça un EMOM. Donc, tu fais pendant 1 minute une intensité, puis t'as 1 minute de repos. Et je me disais, ben, ça va être ça, mes contractions. Ça va être un EMOM de 12 heures, quoi. Au lieu d'être 1 heure, ça va être mon entraînement de CrossFit pendant 12 heures. Donc, je me disais, OK, garde ça en tête. Mais à chaque fois qu'on me faisait des touchés vaginales, il y en a eu 3, je pense, au total. Amo, tu me dis si je me trompe. À chaque fois, la dilatation était merdique. Ça avançait pas du tout. Ça avançait pas. Donc, j'ai dû prendre de l'homéopathie environ à 5 centimètres pour essayer d'enclencher. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, j'ai commencé à avoir les poussées réflexes à 8 centimètres. Donc, la petite poussait pour sortir, mais mon corps était pas prêt. Donc là, la sage-femme a dû m'aider. Elle m'a demandé si elle pouvait m'aider avec ses doigts. Et chose que j'ai acceptée parce que je me disais, je préfère faire ça qu'elle m'aide que de m'épuiser et de peut-être terminer en césarienne ou j'en sais rien. Donc, chaque chose qu'elle me proposait, je savais que c'était bienveillant, qu'elle était là pour moi. Et donc, je refusais pas ce qu'elle me proposait. Pendant ce temps-là, toi, Amaury, j'imagine qu'il y a dû avoir des moments où tu étais découragée, là. Parce que tu l'aimes, ta blonde. Il y a dû avoir des moments donnés où tu t'es dit, mon Dieu. Ouais, exact. Ben, je m'attendais évidemment à ce que ce soit long et laborieux, évidemment logique. Mais là, c'était même pas ça. Ce qui me faisait vraiment peur, c'est qu'à un moment donné, ça n'avançait pas. Je voyais que quand elle faisait des checks, la sage-femme, elle était là et je voyais qu'elle fronçait les sourcils. J'étais là, oh là là, mon Dieu. Et évidemment, il se passe beaucoup de choses dans ce cas-là. Hein. C'est pas qu'une question de confort, mais on s'imagine évidemment. Allez, moi, mon job, je suis paramédic, donc j'imagine un peu tout ce qui peut se passer au niveau médical. Et donc là, j'étais en stress, je me faisais des films aussi, bien entendu. Et si ça se passe mal pour la petite, si ça se passe mal pour ma blonde, si. Et donc, et à côté de ça, ben, je pouvais pas moi être stressé parce qu'elle l'était déjà suffisamment pour nous deux. Donc je pouvais pas lui montrer, je devais être fort. Donc j'étais là auprès d'elle, j'essayais de pas me laisser déconcentrer par toutes ces mauvaises idées qui me venaient en tête, mais j'avais peur, c'est certain. Je pense que n'importe qui arrive en accouchement s'imagine pas que ça dure autant. Hein, évidemment, quand on a vu que des films, ben, ça se passe pas pareil, bien entendu. Donc, on croit que ça va aller tout seul, puis on se rend compte que c'est pas si simple, en tout cas, c'est pas si rapide que ça. Mais alors, en plus, quand on voit qu'elle arrivait pas à effacer, et moi, je voyais qu'elle s'épuisait, la pauvre, au fur et à mesure, Ariane, elle était de moins en moins avec nous. Elle poussait, quand elle devait, mais dès que c'était terminé, boum, elle tombait dans un autre monde, dans une semi-inconscient, un semi-coma. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe si, à un moment donné, elle a plus la force de pousser? Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, voilà. Donc, oui, beaucoup, pas mal de stress, ouais, c'est vrai, je l'avoue. Et qu'est-ce que tu as utilisé dans ces moments-là pour l'accompagner au mieux? Ça a été quoi tes choses, tes stratégies gagnantes? Avant tout, ma présence, hein, être le plus proche possible d'elle, la tenir par la main constamment, essayer d'appliquer les techniques qu'on avait vues au préalable, des positions, des supports, etc., pour pouvoir l'aider au mieux. Pouvoir être là quand elle prenait le bain, l'aider, être toujours auprès d'elle, essayer d'avoir des mots positifs, des mots favorables, lui dire à quel point elle m'impressionnait, à quel point j'étais fier et impressionné par elle. Enfin voilà, toutes des petites choses qui au final font du bien et peuvent faire plaisir, quoi. Ça, et alors j'étais un peu le le responsable logistique, on va dire ça, pendant l'accouchement. Donc on avait préparé pas mal de choses. Moi, j'avais préparé des boissons, des camelbacks, j'avais préparé de la nourriture, j'avais préparé tout ça. Et donc au fur et à mesure, à chaque fois, dès qu'elle terminait des contractions, j'étais là, je lui donnais le tube pour voir si elle voulait boire. Tu sais, un peu comme les coachs sportifs entre les rounds de boxe là, tu vois, avec l'essuie et la gourde. Un peu ça. Quels sont les souvenirs que tu gardes en tête, Ariane, en lien avec tout ce soutien-là? Est-ce que tu t'en souviens? Il y a vraiment des moments où je me souviens pas du tout parce que j'étais limite je m'endormais entre les contractions tellement j'étais dans mon autre cerveau. C'est un truc de fou. Je sais pas combien de fois j'ai écouté tes préparations et tout et que ça me paraissait tellement flou. Mais là, je l'ai vécu à 100 000 à l'heure. J'étais pas moi-même. J'entendais même pas quand il me parlait. Je retombais dans mon coma entre mes contractions. Mais si Amo me lâchait la main, c'était comme si on m'avait abandonné en plein milieu de l'océan. Donc, c'était un truc de fou. Une chance qu'il était là. Vraiment.
Je me souviens pas de ses paroles, malheureusement. Je m'excuse à mot, mais le fait qu'il me donne le tube du Camelback à toutes les contractions, alors que j'avais même pas besoin de rien demander, et vraiment c'est sa main, vraiment vraiment. C'était hyper angoissant quand il y a une fois il a dû partir. J'ai même pas parlé, j'ai juste tendu mon bras et c'était comme si j'étais perdue. Et il est revenu directement et donc voilà. Sans lui, j'y serais pas arrivée. Les papas, je pense qu'ils se sentent fort, pas inutiles, mais il faut vraiment pas qu'ils se sentent comme ça parce que c'est vraiment un travail d'équipe, un énorme travail d'équipe, vraiment. Le soutien mental est super important. Oui, et je pense que ce qu'on a besoin quand on donne naissance, c'est de se sentir en sécurité. Ouais, vraiment. Ouais, c'était mon pilier, quoi. C'était mon roc. Et là, les contractions continuent, ça avance pas aussi vite qu'on aurait voulu. Tu as des poussées, donc, qui apparaissent trop tôt dans le processus. Donc, difficultés supplémentaires, on va se le dire clairement. Mm-hmm. Il y a pas un moment donné pendant ce temps-là où tu te dis, oh, là, ça suffit? Ouais. Quand j'ai eu les poussées réflexes, là, et que la sage-femme Céline me dit, écoute, là, ça fonctionne pas. Il faut que je t'aide. Là, j'ai dit, je vais pas y arriver. Elle dit, t'es fatiguée. J'ai dit, là, j'en peux plus. Elle dit, mais t'es rendue, faut que je t'aide. Et c'est là que je me suis dit, OK, je vais accepter son aide. Mais malgré que j'avais pas la notion du temps, je me disais, je saurais pas pousser comme ça pendant des heures. Bon, au final, j'ai poussé pendant 2 heures. Ça a duré 2 heures quand même. Mais je me voyais plus y arriver. Et puis, il y a un moment quand, bizarrement, les contractions ont arrêté de faire mal. Je sais pas comment dire, mais c'était pas du tout la même douleur. C'est quand elle a passé mon col. Là, c'était plus du tout la même chose. Là, je sentais les contractions arriver. Et là, je poussais et je sentais plus la même douleur. Donc là, j'ai eu un regain. Je me suis dit, OK, alors je vais y arriver, c'est bon. Là, je peux encore pousser. C'est OK. Cette situation-là me convenait, j'ai envie de dire. Mm-hmm. C'était plus facile. Ouais. Mm-hmm. Parce que tu aurais pu aussi, à un moment donné ou à un autre, demander une péridurale. C'est peut-être ton passé de sportive qui a fait que tu as continué? J'ai jamais pensé. Non. Moi, ça m'est même pas passé par l'idée. La seule chose, c'est que je me disais que j'y arriverais pas et que je vais finir par partir en césarienne. C'est juste ça que j'avais en tête. D'être trop fatiguée et qu'on m'amène au bloc. Mais la péridurale, j'ai pas jamais réfléchi à ça. Et juste pour nous donner un ordre de grandeur, là, entre le moment où vous arrivez à la salle de naissance et le moment où tu es complète à 10 cm, on parle de combien d'heures environ? On était là vers 8h, 8h30. Donc, allez, on va dire 8h30 après, donc elle était née. Et ouais, voilà. OK, finalement, ça a été vite, là! Parce que là, ça vous a paru long, mais pour un premier bébé, ouais. Finalement, ça a été très rapide. Ouais. Ouais, parce que, à mon avis, je dois avoir commencé à pousser, vers 14h, 14h30. De par le sport, moi, j'avais déjà fait de la kiné du périnée. Parce que j'avais, j'avais des soucis de périnée. Et donc, il y a tout un côté de mon périnée où je sens pas. Et donc, au niveau des poussées, je poussais pas correctement parce que j'arrive pas à sentir quand je pousse. Et donc, c'était pas tout le temps efficace. Et donc, fallait vraiment qu'elle me dise, OK, comme, de la manière là, tu pousses, garde-le comme ça parce que là, tu l'as. Parce que parfois, je poussais, mais je sais pas où ma force allait. Elle n'est pas du tout au bon endroit. Écoute, on n'aura jamais la réponse absolue, mais je me questionne vraiment parce que là, il y a comme 2 possibilités. Il y a la possibilité, effectivement, qu'il y a eu quelque chose qui entravait le processus ou peut-être que la façon dont on a observé ton travail, que les professionnels qui étaient là ont interprété les choses d'une certaine façon. Parce que pour un premier bébé, d'entrer à l'hôpital le matin et de donner naissance en fin d'après-midi, c'est vraiment très rapide. Ouais. Puis que là, je me questionne à savoir, tiens, si, par exemple, vous aviez été jumelé avec d'autres intervenants qui avaient pas fait, par exemple, d'examen gynécologique et que donc, tu
tu aurais traversé exactement le même temps, le même processus, mais sans qu'il y ait de marquage à certains moments, peut-être qu'on serait complètement dans une autre interprétation présentement. Ouais. Tu veux dire que tout se serait peut-être fait encore plus tranquillement, tout aurait suivi plus son cours, en fait. On l'aurait laissé mon col se dilater à sa vitesse, en fait. Oui. Et là, peut-être qu'on aurait eu moins cette impression de longueur-là. Parce que quand on regarde au niveau vraiment objectif, ça a été rapide. Ouais. Mais j'ai l'impression que on vous a dit pendant le processus que c'était long, que ton col ne collaborait pas. Alors que moi, de l'extérieur, je fais comme, oh mon Dieu, ça a été vite. Que c'est drôle. Que faites juste garder ça dans l'ouverture parce que je voudrais pas, Ariane, que d'ici, peut-être qu'un jour, vous déciderez d'avoir un deuxième bébé. Ça me ferait de la peine que tu acceptes le fait que ton corps, finalement, il a été comme pas super efficace pendant ta première naissance et que tu achètes cette interprétation-là. Alors que, écoute, moi, je suis sûre qu'il y a des mamans là qui nous écoutent qui font comme, mon Dieu, elle a été chanceuse, ça a été vraiment vite, son processus. Ouais. Mais c'est vrai que nous, de par tous les podcasts que j'écoutais, tes podcasts, tu disais que parfois c'est 15-18 heures une naissance. Et puis nous, moi, je calculais depuis le 1h40 du matin jusqu'à 16h, je me disais, c'est bon, on est dans les temps. Mais c'est vrai que le travail actif est pas dès le départ. Exactement. Donc c'est vrai que c'est rapide. Mais par contre, le fait d'avoir mes poussées réflexes à 8 cm, est-ce que ça, il y avait moyen de stopper ça ou comment, ou c'est normal d'avoir les poussées réflexes à 8 cm? Alors non, ça, il y a quelque chose à quelque part qui a été comme moins idéal. T'aurais pas dû avoir des poussées réflexes aussi rapidement que ça. Et ça, c'est très difficile pour le corps. Les poussées réflexes, ça me coupait le souffle, en fait. Ça venait me chercher jusque dans ma gorge. En fait, moi, j'avais peur de pas reconnaître les poussées réflexes. Quand on les a, on sait ce que c'est. On peut pas se tromper. Impossible. Oui, exactement. T'as tout à fait raison. C'est quoi les souvenirs que tu gardes de tout ça? Parce qu'on s'entend qu'il y a un vécu qui est pas complètement facile. Est-ce que quand vous repensez à cette journée-là, vous êtes heureux? Vous êtes content des souvenirs que vous gardez tous les deux ou c'est quelque chose auquel vous aimez pas repenser? Non, moi, c'est la plus belle expérience de ma vie. Franchement, oui, ça m'a fait mal. Je recommencerai demain matin. Moi, j'ai adoré mon expérience. Je pense que je vais passer pour une folle parce que même pendant la grossesse, je disais ça à tout le monde. Moi, j'ai hâte d'accoucher. J'ai hâte de vivre ce moment-là. C'est le truc que j'avais le plus hâte quand ma poche des os a percé. Je me suis dit, enfin, je vais vivre ça. Et puis, je le dis maintenant que c'est fait, c'est la plus belle chose que j'ai vécue. Vraiment. Amaury, est-ce que tu es sur la même longueur d'onde? Yes, ouais. Il y a vraiment deux mots qui me viennent en tête. C'est d'abord une immense joie parce que c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose, c'est la magie de la vie. Hein. En tant qu'homme, c'est beaucoup plus difficile de se préparer. Hein. Je pense que j'apprends rien à personne. Une femme, une fois qu'elle est enceinte, elle sent son bébé, elle le sent bouger. Un homme, il est plus dans la prédiction, quoi. Quand on prévoit des choses, c'est jamais aussi vrai que quand on y est. Ça y est, ce coup-ci, là, on y était, quoi. Là, cette fois-ci, ça y est, j'étais papa. Donc là, le monde, il change. On s'y prépare pendant 9 mois, mais c'est toujours dans le peut-être, dans oui, ça devrait. C'est toujours dans l'image et pas dans les faits. Et là, pour nous les hommes, c'est dans les faits. Et donc voilà, ça change tout, ça change une vie. Donc ça m'a amené énormément de joie. Aussi, je suis très très impressionné. Cette expérience m'a énormément impressionné par la vie. Hein. Je pense qu'à un moment donné, la petite elle a pris en quelques secondes, donc tout d'un coup, paf, on est deux et puis non, en fait on est trois et donc il y a un petit bout qui apparaît d'un coup comme par magie. Ça a été waouh. D'où est-ce qu'elle vient? Ah oui, c'était vraiment très très impressionnant. Et alors aussi, j'aimerais aussi insister là-dessus, mais quelqu'un qui m'a énormément impressionné, c'est Ariane. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui m'apprend beaucoup dans la vie depuis que je la connais. Je pense la connaître, enfin comme on peut connaître quelqu'un après quelques années, mais là j'ai découvert une nouvelle Ariane. C'était pas la femme douce, aimante et gentille que je connaissais. Non, là j'ai eu affaire à
à une déesse guerrière, à une lionne qui a enduré pendant les contractions des douleurs incroyables sans jamais faillir, toujours en étant forte. Et donc j'ai changé de vue sur ma femme suite à cet accouchement où elle m'a vraiment très très fort impressionné. C'était vraiment un moment extrêmement intense. Est-ce que toi aussi, Ariane, tu t'es impressionnée? Ouais, je suis super fière de moi, vraiment. C'est autant, comme je disais, j'avais pas d'autre option. C'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. Mais je suis pas quelqu'un qui a confiance en moi de manière générale. Donc là, franchement, pour le coup, quand j'ai eu la petite sur moi, oh là là, j'en croyais pas mes yeux en fait que j'y étais arrivée. Ouais, un truc de fou, incroyable. Et dans quelle position tu as donné naissance finalement? J'étais à 4 pattes sur le lit et j'avais le ballon. J'étais appuyée devant sur le ballon. Pendant tout un temps, pour essayer de me reposer, Céline, la sage-femme, m'avait demandé de me mettre sur le côté, coucher sur le côté avec une jambe en appui en tenant ma jambe. Mais j'étais vraiment pas confortable. Ça me paraissait pas naturel. Et puis là, je me suis mis sur le ballon et là, c'était vraiment parfait. Pendant une bonne partie du travail aussi, par contre, j'étais debout. Comme j'arrivais pas à prendre les contractions assises, je restais debout et je me pendais sur l'écharpe au plafond. Donc ça aussi, ça m'a fait un bien fou d'être debout, de marcher. Je pensais avoir recours plus au ballon que ça. Je pensais que j'allais... Dans notre tête, hein, comme on se met plein de plans, puis finalement, il n'y a pas de plan du tout. Mais je croyais utiliser plus le ballon de manière assise, à faire des massages et tout ça, ou qu'un mot me masse, mais non, c'était pas... Les compresses d'eau chaude m'ont fait un énorme bien sur le périnée et dans le bas du dos. Ça, c'était magique. Oui, là, elle est restée assez longtemps debout. Et puis, à un moment donné, on sentait qu'elle commençait à faiblir, etc. Donc, c'est là qu'elle a proposé de mettre sur le côté. C'était un peu moins efficace, mais je pense que dans l'idée de la sage-femme, c'était peut-être qu'elle puisse se reposer un petit peu parce qu'elle était quand même rendue un peu épuisée. Mais ce qui était fou, c'est on le sentait, la différence d'efficacité entre coucher sur le côté, c'était bien, mais pas top. Une fois qu'elle s'est mise avec le ballon à 4 pattes, elle était beaucoup plus forte. Vraiment, et c'était vraiment la position idéale, je pense, pour elle accoucher. C'est pour ça qu'on est resté toute la fin dans cette position-là, quoi. Et c'est comme ça que ta fille est née, finalement. Ouais, elle est née, elle est arrivée, je pense, en 2 poussées. Je pense qu'en 2 poussées, la sage-femme me disait « Arrête de pousser, pousse pas trop », mais je savais plus comment stopper les poussées ou quoi. Et après, ils me l'ont passé entre les jambes. Et là, je me suis couchée sur le dos, on l'a mise sur ma poitrine et pour qu'elle rampe jusqu'à mon sein par elle-même. Donc, on l'a laissé grimper jusqu'à mon sein. Et ça, c'était magique, c'est fou. Ça s'est fait quand même assez rapidement, hein. Amo, si je me trompe pas, la petite a directement senti mon sein et allait s'agripper. Ça m'a vraiment choqué. J'ai trouvé ça hallucinant. Encore une fois, la magie de la vie, quoi. Il a fallu peut-être 2 minutes, 3 minutes avant qu'elle tète, vraiment. Donc vraiment, c'est devenu instinctif. Je sais que c'est pas toujours si simple chez les bébés, mais en tout cas pour la petite là, c'est venu tout seul, quoi. C'était assez impressionnant. Elle a fait son petit pic-bois là comme ça avec sa tête jusqu'à mon mamelon et puis c'était parti. Donc, on a fait du pot à pot. On a laissé la petite connecter jusqu'à ce que le cordon ne batte plus. On a attendu que le cordon arrête de battre. Et donc, Amo a coupé le cordon à ce moment-là. Ça, c'est un truc qui m'a... quand le placenta est sorti, donc j'ai pas eu vraiment de grosses contractions pour le placenta. Il est sorti assez rapidement. Mais ça m'a fait un bien fou. C'est incroyable. Ça s'appelle la délivrance, mais c'est le premier mot que j'ai dit. J'ai dit, mon Dieu, je me sens libérée. C'est incroyable. Pour moi, c'est comme un baume, hein. C'est chaud, c'est mou. On dirait que ça passe pour nous aider à comme guérir. Ouais, ça fait vraiment du bien. Et puis voilà. Et puis on a pris les empreintes du placenta. Donc on a fait l'arbre de la vie avec le placenta. Après, on s'est organisé avec les sages-femmes pour un peu cacher mon placenta pour qu'il remonte avec moi dans ma chambre parce que je voulais l'encapsuler. Amaury, le lendemain, il est allé le porter chez une femme qui fait l'encapsulation du placenta.
Donc là, j'ai mes cachets de placenta que je prends pour le postpartum et tout ça. En fait, tout ce que j'ai voulu pour cette grossesse-là, je l'ai fait. Ouais, le plus beau cadeau que je pouvais me faire, c'était le faire comme moi je voulais. Parce que ça n'a pas été facile. Pendant la grossesse, j'ai eu quand même... on a beaucoup de commentaires des gens. Est-ce que tu es sûre que tu vas être capable? Ou bien, moi, j'ai pas tenu, tu vas voir, c'est atroce. Donc, on a beaucoup plus de commentaires négatifs que d'encouragement à le faire. C'est vrai que pendant la grossesse, j'en ai beaucoup parlé à Amo. Je me disais qu'il fallait que j'arrête de dire la manière dont je voulais accoucher, parce qu'au début, c'était une fierté pour moi. C'était un super beau défi. Mais à chaque fois que j'en parlais, on me cassait. Donc, à un moment, j'ai juste arrêté de dire ce que je voulais faire. Et j'ai tenu ça secret pour moi parce que j'avais peur de me laisser influencer par les autres. Ou bien que si j'y arrive pas, on me dise « Ah, mais tu vois, je t'avais dit que c'était difficile, et que tu y arriverais pas. » Parce que moi, j'ai tenu jusque 5, 6, 7, 8 centimètres et ça, j'avais pas envie. Est-ce que garder votre placenta, quand tu dis qu'on a dû le cacher, est-ce qu'il y a eu des commentaires par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que vous partiez avec? Ou finalement, le fait de le cacher, ça a réglé la problématique? En fait, c'est la sage-femme qui m'avait dit qu'à l'hôpital, il fallait vraiment faire profil bas. On était bien préparés. J'avais déjà amené les sachets pour être sûre que le personnel de l'hôpital ne le prenne pas. Parce qu'à savoir qu'en fait, l'accouchement dans la salle de naissance, on a été que moi, Amaury et ma sage-femme. Il n'y a personne d'autre qui était présent. Donc, j'ai pas vu aucune infirmière. La gynécologue, elle est arrivée, mais c'était au moment de couper le cordon. Donc, fallait juste s'assurer qu'il y ait personne qui vienne dans la chambre pour réquisitionner ce placenta-là. C'est tout. Donc, on l'a vite mis dans mon sac pour pouvoir le mettre au frigo dans la chambre d'hôpital. Et puis, comme de toute manière, moi, j'avais demandé à partir soit le jour même ou le lendemain matin, je savais qu'il allait pas rester dans l'établissement très, très longtemps. Et justement, en parlant du placenta, j'aimerais revenir un peu en arrière parce que je suis pas certaine que les gens ont bien compris l'ordre des choses. Là, si j'ai bien compris, la sage-femme t'a laissé délivrer ton placenta. Ouais. Et Amaury, tu as coupé le cordon après que le placenta soit sorti. Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris? Yes. Elle nous a même fait toucher le cordon. Elle a dit, vous voyez, il bat plus. On sent plus le cœur battre, donc maintenant on peut le couper. Mm-hmm. Je me souviens d'y avoir touché. Je sais pas si toi tu t'en souviens, Amo? Ouais, je m'en souviens. C'était hot parce que je l'avais senti un peu avant, forcément, et là je sentais bien battre et puis plus du tout. Et ça fait drôle. C'est magnifique. Est-ce que tu as eu une déchirure au niveau de ton périnée? Non, pas de déchirure. J'ai eu juste une petite égratignure, mais pas de point, rien du tout. Et donc, fallait juste mettre de l'argile blanche pour guérir, quoi. On a nommé en début de rencontre qu'étant donné ton travail, entre autres, tu avais une grande peur de perdre ta fille pendant la grossesse. Maintenant qu'elle est dans tes bras, est-ce que tu arrives à être en confiance ou il y a encore une peur qui reste, qu'elle parte? Non. C'est fou. Je pense que j'ai peur comme toutes les mamans, mais durant la grossesse, je disais que je la sentais pas en sécurité dans mon ventre, que j'avais hâte qu'elle soit là pour pouvoir la protéger. Donc, j'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant. C'est comme si, je suis pas stressée. C'est fou à dire. Au départ, j'avais un petit peu peur de lui faire mal, mais maintenant, j'ai vraiment confiance en moi et je suis mon instinct. En tout cas, j'essaie de faire du mieux que je peux. Mais je la sens, beaucoup plus en sécurité maintenant qu'elle est à l'extérieur de mon corps. Parce que je pense que par la force des choses, j'ai jamais vraiment pris soin. Je suis dure envers moi-même. Et donc là, le fait d'avoir un petit bout à l'intérieur de moi, j'avais peur de lui faire du mal parce que moi, je prends pas soin de moi. Je sais pas comment expliquer. Mais donc, que je pouvais pas la protéger à cause de qu'elle était dans moi. Mm-hmm. Donc là, maintenant, on est dissociés. Donc, il y a moi qui peut se faire du mal si j'ai envie de me faire du mal. Mais elle, je vais toujours tout faire pour la protéger. Et comment vous organisez votre postnatal? Parce que là, elle a quelques semaines. Amaury, tu pars pour ton travail plusieurs journées de suite. Mm-hmm. Comment vous avez réussi à trouver votre équilibre, Ariane, et toi, Amaury, dans ces moments-là où vous êtes séparés? Parce que ça doit pas être facile ni pour un ni pour l'autre, là.
Non, c'est vrai. Ben, Ariane est quelqu'un qui est capable de fort s'adapter en 3 semaines là, j'ai vu vraiment, elle a vraiment fort évolué. Elle a vite appris de la petite et comment s'en occuper et ça nous réconforte beaucoup. Et moi, ben, quand je suis là, voilà, j'essaye de faire tout ce que je peux, ben, pour l'aider, pour profiter de la petite, bien sûr, mais faire aussi toutes les tâches autres pour la laisser se concentrer sur la petite et répondre à tous ses besoins comme elle sait si bien le faire. Et j'essaie de partager un maximum de moments avec la petite quand j'en ai l'occasion. En fait, comme on sait déjà que Amo il a une vie fort chargée, je savais déjà depuis le départ que je devais apprendre à m'organiser. Je pense que même avant que la petite arrive, j'avais déjà évalué la chose et me faire des plans dans la tête parce qu'on a des chiens, on habite pour le moment en condo, donc on n'a pas notre maison encore. Donc, c'est tous des petits trucs où je m'étais dit, OK, il faut que je facilite ma vie. Donc, avec une écharpe de portage, j'ai mes 2 bras, je peux sortir facilement les chiens. C'est plus pratique qu'une poussette. Donc, il y a plein de choses comme ça où on a mis en place des choses pour que moi, ma vie soit facilitée parce que presque la moitié du temps où je vais être seule avec la petite. Donc, il faut que ce soit facile pour moi. Et Amo, il s'adapte à nous quand il est là, quoi. Et vice-versa. Donc, vraiment, tous nos choix sont en fonction de juste moi et la petite, comment je peux faire les choses quand je suis toute seule, quoi. Et on est OK avec ça, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, mais enfin, vous êtes fous, ça va pas. Mais voilà, nous, depuis le début, on le sait et on s'organise. Qu'est-ce que vous diriez aux couples qui nous écoutent, qui attendent un bébé ou qui ont le projet d'avoir un bébé et qui ont envie de vivre une naissance la plus naturelle possible, une naissance en équipe où justement les deux peuvent se complémenter au niveau des rôles et qui entendent des commentaires pas intéressants justement autour d'eux, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je leur dirais déjà de se faire confiance, donc de pas écouter, ou bien moi, j'ai pas réussi à le dire, mais de dire aux gens qu'on n'a pas envie d'entendre leurs histoires. Je pense qu'il faut vraiment oser. Ou en tout cas, si nous, en tant que future maman, on n'est pas capable de le dire, mais peut-être que le conjoint peut en parler, dire écoutez, on va changer de sujet ou on préfère pas en parler pour nous laisser. Donc, vraiment, c'est de pas se laisser atteindre par tous les commentaires négatifs et se faire confiance. Parce que si dans ta tête, tu veux que ce soit comme ça, tu vas tout faire pour que tu y arrives. Donc, faut pas baisser les bras par les commentaires. Ouais. C'est vraiment ce qui a été le plus difficile, ce qui a nécessité le plus de conversations, de communication et de décisions entre nous. C'est fou, hein. Mais c'est même pas la grossesse ou l'état de la petite, mais plutôt comment gérer les avis, recommandations, critiques des gens, en fait. C'est ça qui était le plus compliqué, vraiment. Parce que chacun a son avis, parce que chaque génération a ses différences, parce que on est des gens ouverts, Ariane et moi, et donc on écoute les gens, on veut profiter de l'expérience des gens, mais une expérience n'est pas une autre, et une éducation n'est pas une autre. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc ça a été un petit peu ouais, un petit peu compliqué, et même parmi les spécialistes, hein, il y a des grands principes de vie, il y a des grands principes à respecter pour le bonheur de la petite, mais il y a aussi beaucoup de préférences des spécialistes. Et ça, il y en a, on prend, mais il y en a d'autres, on prend moins. Mais ça, évidemment, quand on a un enfant, on sait ce qui est le meilleur pour lui. Quand on n'en a pas encore, c'est compliqué. Donc ça, vraiment, ça c'est quelque chose, voilà, que les gens doivent savoir quand ils vont avoir un enfant. C'est ça qui est parfois un peu compliqué, savoir dans quelle direction on va aller. Maintenant, l'important, c'est de respecter les grands principes. Pour moi, je pense. Pour le reste, savoir un petit peu qu'un enfant, ça s'adapte aussi il n'y a pas une éducation parfaite. Il y en a plein des possibles. Donc l'enfant, il va s'adapter dans une certaine mesure à notre style de vie. Et si ça marche, c'est que c'est bon. Aussi simple que ça. Ariane, ton amoureux nous a dit très clairement à quel point il avait été impressionné par toi. Maintenant, avec le recul, est-ce que toi, ta perception de toi a changé? Tu nous disais pendant la rencontre que tu n'étais pas quelqu'un qui avait tendance à se faire confiance. Maintenant que tu as traversé ce processus-là, la grossesse qui n'a pas été facile, tu as donné naissance naturellement, de façon physiologique, même si les conditions n'étaient pas faciles. Tu as une poussée qui a été précoce. Ouais, après, comme Amoudi, pour lui, il trouve que j'ai changé. Moi, je me sens encore, je me sens la même, mais c'est vrai que là, je sens prête à affronter n'importe quoi, on dirait. Je me dis que
peu importe ce qui va se passer avec la petite, les moments, parce qu'il y aura certainement des moments très difficiles et tout ça, ben que je peux me fier à mon instinct et croire en moi. Donc ça, c'est... Ouais, je me sens forte mentalement, en fait. Et moi, je voulais te dire un énorme merci parce que je sais que je t'ai écrit beaucoup de messages. Ça m'a aidé énormément. Ça me touche vraiment beaucoup, Annie. Vraiment. Merci. Parce que sans ton cours, on a fait les cours de préparation à la naissance le soir, oui, avec la maison de naissance, mais franchement, sans toutes les vidéos que t'as fait, c'est un truc de fou, ton travail, ce que tu fais. C'est magique. Amo, il l'a pas dit, mais pendant Noël, on est allé dans les Vosges en voiture. Et puis pendant 8 heures de temps, on a écouté tes vidéos pour s'entraîner un à la suite de l'autre. Donc c'est vraiment... tu fais un travail titanesque pour nous. Merci. Une chance que des gens comme toi. Vraiment. Exact. Ariane avait peur de m'ennuyer. Elle me disait non, c'est bon, on n'en écoute qu'un. Moi, j'étais là, non, mets le prochain. J'ai envie de savoir. C'était extrêmement intéressant et vraiment bien expliqué. Donc, merci beaucoup, Annie, pour tout ce que tu fais. Ouais, tu faisais partie de la famille parce que j'arrêtais pas de dire Annie, elle fait ça, Annie, elle dit exact. Comme ça. Et puis, il a même plus besoin de me demander c'était qui. Annie, on sait c'est qui, quoi. Et puis là, maintenant, pour le postnatal, je dis, Annie, elle dit qu'on peut, pour les pleurs du bébé, pour accompagner Freya. Donc, c'est génial. Alors, c'est bon. C'est génial. Franchement, moi, je suis fan et j'arrête pas de parler à toi. Ouais, non, franchement, merci. Et la petite Freya te remercie. Je vous remercie énormément pour votre confiance. Ça a été un plaisir vraiment d'entendre votre histoire. Merci Annie. Merci Annie, beaucoup en tout cas. Merci de nous avoir écoutés. Oui, merci. Ça me rend tellement heureuse de te partager des épisodes qui contiennent autant de pépites extraordinaires. Je ne sais pas où t'en es là, dans ton parcours. Peut-être que tes enfants sont déjà dans tes bras et que ta famille est terminée. Peut-être que tu rêves de fonder une famille. Peut-être que tu as un bébé dans ton bedon ou dans tes bras et qu'il est tout petit. Mais je pense que ce genre de partage-là nous touche de toute façon et nous permet, oui, d'enrichir nos connaissances, mais aussi de se connecter à quelque chose qui est plus grand que nous. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir te permettre là, de partager l'univers des familles de façon aussi intime. Et là, ensemble, on va regarder quelques éléments parce que tu le sais, hein, j'aime ça rebondir sur les petites pépites des épisodes. La première chose dont j'avais envie de te parler, c'est simplement une question de comment on dit les choses en Belgique versus au Québec. Ariane a parlé à quelques reprises du mot « bloc » en parlant de l'endroit où elle est en train de donner naissance en milieu hospitalier, mais accompagnée d'une sage-femme. Alors, si tu habites au Québec, tu as peut-être été surprise de cette façon de nommer les choses-là. Effectivement, au Québec, on parle de bloc, mais on parle du bloc opératoire, tandis que tu l'as bien entendu, Ariane, de son côté, parlait de l'unité des naissances où elle est allée donner naissance. Donc, c'est juste une façon différente de nommer les choses. J'avais aussi envie, évidemment, de revenir sur la fameuse longueur du temps que ça a pris à Ariane et à Maury pour pouvoir finalement retrouver leur fille dans leurs bras. Avant d'aller là, je veux te rappeler que j'ai 2 magnifiques ateliers qui sont disponibles pour toi gratuitement. Tu peux t'y inscrire dès maintenant. Tu as les liens qui sont directement dans la description de l'épisode et aussi dans la page de l'épisode. Premier atelier, c'est Accoucher avec assurance. C'est un atelier en direct, mais qui est aussi disponible en rediffusion, dans lequel justement on parle des outils de gestion de la douleur, qu'est-ce qui fonctionne moins bien et dans quel ordre il faut les mettre en place pour que ça soit le plus efficace possible. C'est vraiment un magnifique atelier, un atelier gratuit, mais dans lequel il y a du vrai contenu. Et comment ne pas te parler de l'atelier Les super pouvoirs de ton bébé, qui est un atelier gratuit lui aussi, dans lequel on regarde toutes les petites choses que ton bébé va faire de complètement extraordinaire dans les premières semaines, dans les premiers mois. Donc, on parle de motricité libre, on parle de réflexes primitifs, de sommeil, on parle d'accompagnement affectif,
tous les ingrédients qui, à mon sens, sont nécessaires à connaître et à mettre en place dans une certaine mesure en postnatal pour aider ton bébé à se développer de façon optimale. Parce que, rappelons-le, ce sont dans les premiers mois de sa vie que ton bébé va développer au maximum son cerveau de façon à pouvoir utiliser, oui, son cerveau pour réfléchir, mais aussi son cerveau, par exemple, pour courir, pour rebondir, pour grimper dans les structures. Donc, les premiers mois de la vie de ton bébé sont vraiment précieux parce qu'on installe les bases sur lesquelles ton bébé va pouvoir s'appuyer à long terme. En réécoutant l'épisode d'aujourd'hui, j'ai pris un petit bloc-notes, là, d'ailleurs, il faut que je travaille là-dessus. J'ai des petites notes partout dans ma maison et le problème, c'est que souvent, je me dis « Ah oui, ça, j'ai noté ça », mais où exactement? Donc, sur un petit bout de papier, j'ai noté les heures que Amaury et Ariane nous ont partagées pour être en mesure de voir un petit peu objectivement comment ça s'était passé. Parce que tu l'as bien entendu dans l'épisode, Amaury et Ariane ont eu une impression pendant l'expérience que c'était très long, que ça prenait du temps. Et ça, cette impression-là, parfois, elle peut nous jouer des tours parce qu'on s'entend que si j'ai l'impression que c'est extrêmement long alors que ce ne l'est pas tant que ça, c'est possible que ça me décourage. Fait que là, on va voir ensemble qu'est-ce qui a fait que cette impression-là s'est invitée à la naissance de Freya. Le premier facteur, ça a été la phase de latence qui n'a pas été une phase de latence à laquelle on aurait pu s'attendre là, pour un premier bébé. C'est-à-dire que rapidement, les contractions sont devenues très fortes. Dans l'épisode, tu as entendu Ariane qui disait que ces contractions de phase de latence étaient très longues. Alors ça, je dois te dire que c'est fréquent. Ce qui l'est moins, c'est d'avoir énormément d'intensité à travers cette phase de latence-là. Que c'est sûr que quand tu as beaucoup d'intensité dans ta phase de latence, une phase de latence, c'est par définition souvent très long, mais ça rajoute une impression que le travail est très long, évidemment, parce que ces heures-là, tu n'es pas en train, par exemple, de cuisiner une petite soupe en faisant d'autres choses un petit peu en même temps et en t'arrêtant simplement lorsque tu as une petite contraction. Tu as l'impression d'être plongé déjà dans un travail qui est actif, même si on n'est pas encore rendu là au niveau des étapes et que la dilatation et l'effacement ne sont pas encore très avancés. Donc ça, je pense que ça a participé finalement à l'impression de longueur et ça nous indique aussi que, tiens, il y avait quand même quelque chose dès le départ qui, au niveau mécanique, n'était pas bien aligné. Et là, on pourrait simplement penser que peut-être que Freya avait sa petite tête qui était un tout petit peu inclinée ou un petit peu défléchie. Bon, honnêtement, on ne le saura jamais, mais c'était, disons, le premier indice qu'il y avait un petit quelque chose là, qui se passait de façon un petit peu moins optimale. Maintenant, on a aussi eu un autre élément qui a encouragé cette impression de longueur-là et ça a été les examens vaginaux qui ont été quand même assez nombreux. Là, tu vas me dire, écoute Annie, il y en a peut-être eu 3-4, c'est pas tant que ça, mais si on pense à la durée, le nombre d'heures où le travail a été présent en milieu hospitalier avec la sage-femme, il y en a eu quand même sur une base régulière. Et là, on ne sait pas quelles étaient les motivations de la sage-femme. Parce que là, dans le monde des doulas, il y a beaucoup de gens qui critiquent, puis mon Dieu, le médecin n'aurait pas dû faire ça, la sage-femme n'aurait pas dû faire ça. C'est sûr que c'est toutes des choses qui sont faciles à dire, à critiquer, quand ce n'est pas toi qui as la responsabilité clinique. Moi, j'ai assisté à énormément de naissances et ça m'a permis justement d'être beaucoup plus nuancée dans la façon dont j'observe ou dans la façon dont j'analyse comment les choses s'installent. Et donc, dans ce cas-ci, on ne sait pas exactement, la sage-femme n'était pas là au podcast, donc on ne sait pas quelle était sa motivation à faire des examens de façon fréquente pendant le travail. Et là, ça se peut qu'elle ait vu des choses qui faisaient que pour elle, c'était important d'avoir ces informations-là, mais qu'elle ne les a pas partagées à Amaury et à Ariane. L'autre possibilité, c'est que ça se peut que ça fasse aussi partie de l'habitude du lieu dans lequel ils ont donné naissance. Ça fait peut-être partie des protocoles. Ça fait peut-être partie de sa façon de faire à elle aussi. Moi, j'ai vu des accouchements à domicile avec des sages-femmes. Certaines sages-femmes ont les mains dans les poches du début à la fin. Elles n'examinent pas et elles attendent simplement qu'on arrive au moment où le bébé commence à se pointer ou que la poussée arrive, alors qu'il y a d'autres sages-femmes, même au Québec, qui vont faire plus de touchés pour pouvoir voir où est-ce qu'on en est.
C'est sûr qu'il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés de la clôture. Dans ce cas-ci, ça a donné une impression de longueur supplémentaire parce qu'il y a eu plusieurs examens gynécologiques où finalement on a annoncé à Ariane que la dilatation n'avait pas avancé. Ça lui a donné l'impression que c'était long, ça lui a donné l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait, ça lui a donné l'impression peut-être même qu'elle n'arriverait jamais là, au bout de sa route. Le contraire peut être vrai aussi, c'est-à-dire que tu peux donner naissance par exemple avec un médecin, avec une sage-femme, peu importe, tu demandes de ne pas du tout être examiné et au bout par exemple de 24 heures, tu fais comme OK, là, j'aimerais ça savoir ce qui se passe. On t'examine puis on se rend compte que finalement, on n'est pas du tout où on pensait être et qu'il y a quelque chose qui se passe de particulier ou de problématique et que si on l'avait su avant, on aurait pu te proposer quelque chose en évitant que tu te fatigues pendant 24 heures. Souvent, quand on fait un examen, on sort de notre bulle, on a accès à des indices qui vont se transformer en marqueurs de temps. Dans ce cas-ci, si les examens avaient été réduits, je suis pas mal certaine que Amaury et Ariane auraient eu moins cette impression-là de longueur. Maintenant, autre chose qui a ajouté de la difficulté supplémentaire, c'est la fameuse poussée réflexe qui est arrivée trop tôt. Ça, c'est difficile. C'est une situation qui augmente le niveau de difficulté pour Ariane dans l'histoire et c'est aussi quelque chose qui rajoute de la longueur. Et là, je vais te raconter une anecdote. Je suis à un accouchement, j'accompagne une maman pour un premier bébé. Donc, on s'attend à être là à quelque part aux alentours de 12-15 heures avant de voir ce petit bébé-là se pointer. Et là, le médecin l'examine et nous annonce que ma cliente est à 10 cm. Et là, je t'avoue qu'on est tous surpris parce qu'on n'a pas vu ça pantoute arriver, là. Dans l'intensité des contractions, dans la fréquence des contractions, dans ma tête, on n'était pas du tout rendu là. Sauf que quand tu assistes de façon régulière à des naissances, il y a une chose que tu apprends très rapidement et c'est l'humilité. Parce que des surprises, il y en a. Il y en a d'un côté comme de l'autre. Et donc, on se réjouit très rapidement de cette nouvelle-là en se disant « Wow, c'est extraordinaire ». Et dans cette situation-là, il était très clair pour moi que le bébé est encore haut, mais malheureusement, on était jumelés avec une équipe qui ne prenait pas en compte la hauteur du bébé avant de décider qu'il était temps ou non de pousser. Donc, rapidement, on demande à ma cliente de pousser même si le bébé est haut, comme la dilatation est complète. Et ma cliente, donc, écoute bien les consignes, se met à pousser de façon la plus spectaculaire possible pendant, et là, si tu es debout, un verre à la main, prends le temps de t'asseoir. Ma cliente a poussé pendant 6 heures de temps. 6 heures de temps. Écoute. Alors, c'est vraiment long. L'infirmière qui nous accompagne, évidemment, suit tout ça, semble trouver que ça évolue, que donc, pendant la poussée, même quand c'est très long, si le cœur du bébé va bien et qu'on se retrouve avec un bébé qui descend, bien souvent, les professionnels vont être patients, je te dirais, avec raison. Au bout de toutes ces heures-là, il y a un changement de garde et on se retrouve avec un nouveau médecin qui entre dans la pièce et qui tient à faire une évaluation pour pouvoir, lui, avoir sa référence, ce qui est vraiment une bonne idée en plus après 6 heures de poussée. Donc, le médecin examine ma cliente, nous regarde tous les trois avec un air complètement débité et nous dit « Je suis désolée, madame, mais vous êtes juste à 5 cm. » Donc, ma cliente a poussé pendant 6 heures de temps sur un col qui était à l'origine, je ne sais pas à combien de centimètres, mais là, qui était rendu à 5 cm. Alors, imagine, après cette annonce-là, est-ce que ma cliente a pris une péridurale? Bien sûr que oui. Elle a été extrêmement découragée parce que là, imagine, tu es dans ton travail, tu penses pas être rendu aussi loin, on t'annonce que tu es à 10, tu pousses très fort pendant 6 heures. Finalement, non, c'était une erreur. On est à 5 cm. Ben, écoute, c'est sûr qu'elle a voulu être soulagée et elle a pris une péridurale pour la suite parce que là, c'était vraiment trop décourageant. Puis franchement, je la comprends. Et là, je reviens à l'histoire d'Ariane. C'est sûr que le fait d'avoir une poussée précoce avec un col qui n'était pas complètement dilaté, ça, c'est vraiment difficile.
Parce que quand la poussée précoce arrive et que tu es bien prête, ce qui était leur cas, c'est sûr qu'elle, dans sa tête, il y a quelque part où elle s'est dit « Yes, je suis à 10 cm et que mon bébé est bas, c'est magnifique, on s'en vient. » Là, on l'examine, elle est seulement à 8. Que donc, ça aussi, ça lui a demandé de l'énergie mentale supplémentaire au niveau de son mindset pour accepter ce défi supplémentaire-là qui est arrivé. Et là, dans l'épisode, on entend clairement que la sage-femme a proposé son aide, donc probablement qu'avec ses doigts, elle est allée faire passer une bande de colle ou en tout cas une partie de colle qui restait là, qui était peut-être en lien justement avec la petite inclinaison dont on se parlait tantôt de Freya. En tout cas, c'est sûr qu'il y avait comme probablement un lien mécanique entre la phase de latence qui s'est présentée de cette façon-là et le fait que la poussée précoce apparaisse avant même que la dilatation soit complète. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles une poussée précoce peut apparaître? Oui, absolument. Si vous avez envie d'ailleurs d'avoir quelque chose par rapport à ça, la poussée précoce, je pourrais là sur la plateforme au Paléo vous enregistrer quelque chose parce que c'est un sujet qui est vraiment intéressant et c'est un sujet qui est important à connaître parce que quand on se retrouve dans cette situation-là, c'est le fun de savoir quoi faire avec ça. Tout ça pour dire que ça a contribué, j'en suis certaine, au fait d'avoir justement une certaine longueur dans la perception de l'aventure. Après, on se retrouve avec 2 heures de poussée, ce qui est dans les moyennes pour un premier bébé, mais qui est quand même moyenne haute. Hein? Donc, on aurait pu avoir une poussée qui aurait été un petit peu moins longue que ça pour même un premier bébé. Donc, ça aussi, ça a ajouté, je pense, une perception que l'histoire était longue. Maintenant, si on regarde au niveau des chiffres de façon très objective, on a eu un travail en tout, là, si on compte toutes les phases, même la phase de latence, donc du début de la rupture de membrane jusqu'à la naissance, on a eu une 15aine d'heures de travail en tout, incluant toutes les phases, ce qui, pour un premier bébé, est très correct. Là, on est complètement dans les moyennes. Maintenant, si on isole la phase active, une phase qui est difficile à isoler parce qu'on se retrouve avec des paramètres ou des critères qui sont différents d'un endroit à l'autre, mais on a en moyenne à peu près 6 heures de travail actif, ce qui est très rapide pour un premier bébé, vraiment. Que c'est super intéressant de regarder de façon plus objective qu'est-ce qui s'est passé pendant l'accouchement. Et si justement tu es enceinte d'un 2e, d'un 3e et que c'est pas trop clair pour toi comment ça s'est passé au premier, pourquoi il y a eu telle ou telle difficulté, c'est hyper pertinent de faire venir ton dossier et de regarder ça avec quelqu'un qui peut t'accompagner dans le déchiffrage pour décortiquer qu'est-ce qui s'est passé. Évidemment, si tu fais partie de mon programme au Paléo, ça va me faire plaisir de le faire avec toi. Tu as juste à me faire un petit coucou par rapport à ça. Et si tu es présentement enceinte et que tu ne fais pas partie encore de l'aventure au Paléo, mais qu'attends-tu? Viens nous rejoindre pour pouvoir profiter de toutes les vidéos, de toutes les rencontres en direct dans lesquelles tu peux me poser directement tes questions. Et c'est du contenu vivant au Paléo. Hein? C'est pas une plateforme dans laquelle tu n'entendras jamais parler de moi. C'est vraiment un programme dans lequel on vit ensemble une aventure. On parcourt ensemble une route vers la naissance de ton bébé. Alors voilà, ça m'a vraiment fait plaisir encore aujourd'hui de passer ce temps avec vous. Je vous souhaite un magnifique automne si tu m'écoutes au moment où cet épisode est publié. Que la lumière est belle. J'espère que tu en profites bien. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite une magnifique journée et j'ai déjà hâte de te retrouver pour le prochain épisode.